Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous organisons dans le cycle qu'on a programmé au cours de cette année en partenariat avec le cabinet Reload Consulting dirigé par Sibrahim Allali, dont la plupart d'entre vous le connaissent donc, à travers le webinaire qu'on avait organisé. Je ne vais pas le présenter en détail, donc il va avoir la possibilité de se présenter lui-même. Aujourd'hui, donc, il va traiter le marché de la Tanzanie, un des grands marchés de l'Afrique de l'Est, un marché dont l'économie est basée essentiellement sur l'agriculture, sur les minerais, donc avec d'importantes ressources en or, en diamant, en fer et ainsi de suite. Un marché aussi qui est très dominé par les pays asiatiques, dont notamment l'Inde et la Chine. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, notre expert va vous détailler tout ça. Et je vous souhaite un excellent webinaire. Je vous invite d'ores et déjà, donc, si vous avez des questions, à les poster sur le chat, donc, pour que nous puissions vous donner des réponses donc, à la fin de ce webinaire. Vous la parole, c'est Ibrahim. Merci, Sidi Hassan. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce webinaire qui s'inscrit dans la lignée des autres webinaires que nous avons organisés depuis le début de l'année. Alors, je voudrais juste vous rappeler que le dénominateur commun entre tous les webinaires que nous avons organisés depuis le mois de janvier est qu'il s'agit de marchés qui présentent un potentiel certain, mais où la présence marocaine est relativement timide. Alors, la programmation de ces ateliers, en fait, de ces webinaires concernant ces pays, est mue justement par la volonté On n'a plus de voix, Sébrahim. Pardon? On n'a plus de voix, on ne vous entend plus. Ah, alors je vais repartager. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, maintenant bien, oui. D'accord. Alors, je repartage. Vous voyez mon écran maintenant? Oui, on met en mode diaporama, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Voilà. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Très bien, d'accord. Alors, comme je disais, en fait, le marché de la Tanzanie est l'un des marchés qui présente un certain potentiel ou, bon, je dois dire, en fait, un potentiel certain pour les exportateurs marocains qui sont faiblement présents sur ce marché important de l'Afrique de l'Est. Alors, comme à l'accoutumée, je vais commencer déjà par me présenter rapidement. Mon nom est Ibrahim Allali, je suis le managing partner et le fondateur de Reload Consulting, un cabinet casablancais spécialisé dans les études des marchés étrangers, mais également dans l'accompagnement à l'international des entreprises marocaines et aussi africaines, beaucoup en Afrique avec des entreprises qui est marché africain qui présente un potentiel pour les exportateurs. Alors, je suis professeur honoraire à HEC Montréal depuis mon départ à la retraite anticipée en 2015. J'étais professeur agrégé pendant une quinzaine d'années à HEC Montréal et bien entendu, bien avant le professorat, j'étais consultant et je suis toujours consultant auprès d'un ensemble d'organisations nationales, étrangères et internationales comme le Centre de commerce international, l'Organisation internationale du travail, etc. Donc voilà, je ne voudrais pas quand même trop m'étaler sur mon CV parce que j'ai eu l'occasion de le présenter au début de chacun des webinaires que j'ai animés jusqu'à présent. Alors, comme à l'accoutumée, je vais commencer déjà par dire pourquoi le marché de la Tanzanie, pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui au marché de la Tanzanie.
Alors, les principales raisons en fait, qu'on peut invoquer, qu'il s'agit d'un marché en croissance. C'est un marché qui fait partie des marchés de la liste restrictive, en quelque sorte, de la Banque mondiale des marchés dont le taux de croissance dépasse 7%. Alors, tout au long de la décennie 2000, 2015, 2010 plutôt, le marché a connu un taux de croissance qui avoisinait les 7%. Et puis, au cours de la dernière décennie, le taux moyen de la croissance, malgré les différentes vicissitudes, les différentes crises, oscillait entre 6 et 7%. La moyenne était donc de 6,3% entre 2012 et 2022. Le plan de développement qui a été mis en place par la nouvelle présidente qui est venue au pouvoir en 2021 et qui vise à moderniser le pays, à l'industrialiser, est un plan qui comprend un ensemble d'incitations pour les investisseurs et également pour les entreprises qui sont impliquées dans le commerce extérieur et qui ouvre énormément d'opportunités, aussi bien pour les entreprises tanzaniennes que pour les entreprises étrangères désireuses de faire des affaires en Tanzanie. Bien entendu, il y a bien d'autres raisons, parce que d'abord, c'est un pays qui est populeux, plus de 65 millions d'habitants. C'est un pays qui est connu pour sa stabilité politique. Depuis la création de l'union entre Tanganyika et Zanzibar en 1964, et puis stabilité économique et potentiel de croissance. C'est un pays qui a été peu affecté par les crises, y compris la pandémie de Covid. C'est l'un des pays qui sont sortis d'une façon tout à fait positive comparé à d'autres pays de la région. C'est un pays qui est très riche en ressources minérales et naturelles, dont certaines sont uniques, comme on va le voir tout à l'heure. C'est un pays qui a mis en place un ensemble d'incitations et des garanties contre l'expropriation, la nationalisation des investissements étrangers. Et c'est un pays qui jouit d'une position géographique stratégique qui lui permet de jouer un rôle extrêmement important dans les échanges, surtout avec les marchés enclavés qui sont au nombre de 7 dans la région, dont Burundi, Rwanda, l'Est de la République démocratique du Congo, le Malawi, etc. Donc, d'ailleurs, le port maritime principal de ces différents pays, c'est le port de Dar es Salaam. Donc, il y a beaucoup d'opérations de transit par la Tanzanie de marchandises qui sont destinées à ces différents marchés. C'est une économie qui joue un rôle extrêmement important et charnière dans le développement des échanges pratiquement sur toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Est, excusez-moi. Quelques chiffres et faits marquants. Moi, je voudrais d'abord commencer par en fait un petit aperçu historique. Dans la Tanzanie, ne s'est pas toujours appelée Tanzanie. D'ailleurs, le mot Tanzanie vient de la combinaison entre Tanganyika et Zanzibar. Depuis l'union le 26 avril 1964 entre les territoires indépendants ou les États indépendants de Tanganyika et de Zanzibar. Les anciennes relations étaient d'abord l'Afrique de l'Est allemande, puisque la Tanzanie occupée par les Allemands pendant un certain temps. Autre appellation, the Trust Territory of Tanganyika, donc le territoire de Tanganyika, et puis République populaire de Zanzibar, après l'obtention de son indépendance en 1963 et jusqu'à l'union en 1964, c'était la République populaire de Zanzibar, et puis la République unie de Tanganyika et Zanzibar, avant de choisir l'appellation actuelle qui est la République unie de Tanzanie. Et on a dit que Tanzanie vient de la combinaison entre Tanganyika et Zanzibar. Alors, un petit aperçu là, en fait, du fait de cette position stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure, le pays a fait l'objet de beaucoup de convoitises des grandes puissances coloniales et commerciales. Alors d'abord, au départ, c'était les Arabes et les Perses qui se sont intéressés à cette région. Et puis Zanzibar, jusqu'à aujourd'hui, a pour langue le Kiswahili qui s'inspire largement de l'arabe, on va le voir tout à l'heure.
Du fait de son importance, les ports et les îles, la Tanzanie en compte une trentaine la Tanzanie ont été occupés par les Portugais en 1498 et puis ces Portugais furent chassés en 1700, dans les années 1700, par les Omanais du sultanat d'Oman qui sont restés en fait dans la région jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de familles de descendance omanaise. Alors Zanzibar était même devenu l'île de Zanzibar, qui se trouve à 50 km à peu près du port de Dar es Salaam. Zanzibar fut pour un certain temps la capitale du sultanat d'Oman, avant d'être divisé en 1856 en deux parties. Le Zanzibar omanais, qui suit le sultanat d'Oman, et le sultanat de Zanzibar, qui est devenu une république indépendante. Alors, les Allemands, en fait, ont occupé également la partie continentale, c'est-à-dire Tanganyika, la partie continentale de la Tanzanie. Ils ont établi leur contrôle sur cette région entre 1886 et 1919. Donc, 1919, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Après leur défaite, ils furent chassés de la Tanzanie par les Anglais qui ont occupé en fait tout le territoire jusqu'en 1961 pour Tanganyika et 1963 pour Zanzibar. Et durant cette occupation, ils ont fait venir beaucoup de travailleurs indiens puisqu'ils occupaient également l'Inde. C'est ce qui explique la présence extrêmement importante d'Indiens dans la région. Alors, dans le pays, en fait, on a dit l'indépendance a été obtenue à deux dates différentes. En 1961, Tanganyika, et lorsque Tanganyika a recouvert son indépendance, un président a été intronisé, à savoir Julius Nyerere, qui est connu en fait pour ceux qui connaissent qui s'intéressent au panafricanisme. Nyerere fut le premier président de Tanganyika, et puis 1963, l'indépendance de Zanzibar, qui a opté pour la monarchie, qui a suivi en fait un régime monarchique d'obédience omanaise. Puis il y a eu un soulèvement qui a en fait renversé le roi et la République en fait indépendante de Zanzibar s'est jointe à Tanganyika pour former le 26 avril 1961 la grande Tanzanie unie, qui depuis connaît le nom en fait est connue sous le nom de la Tanzanie unie. Alors en 1985, Nyerere en fait a laissé le pouvoir, a concédé le pouvoir pour des élections libres. Et puis le dernier président en date avant l'actuelle présidente, qui est la première femme à devenir présidente, c'était John Magufuli. D'ailleurs, lorsque Sa Majesté le roi Mohamed VI a visité la Tanzanie en 2016, il fut accueilli par John Magufuli, qui est décédé dans son bureau en l'an 2000, et puis il a été par la suite remplacé par la vice-présidente, selon la Constitution bien entendu, Samia Suluhu Hassan, qui est l'actuelle présidente et qui a fait beaucoup de choses pour la Tanzanie, qui est aujourd'hui à la veille de devenir un pays émergent, puisque Madame Suluhu a fait beaucoup de choses pour le développement de la Tanzanie et des secteurs d'activité de la Tanzanie. Alors, la Tanzanie a pendant très longtemps été connue pour être une plaque tournante d'un certain nombre de commerces, surtout d'or, d'ivoire, des esclaves et de certaines épices comme les clous de girofle. Alors, vous voyez ici la carte de la Tanzanie. Alors, la Tanzanie est bordée par Kenya au nord, bordée par l'Ouganda également, par Rwanda, Burundi, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Et à l'est, l'océan Indien. Alors, vous voyez que tous les pays enclavés de l'intérieur, à savoir le Malawi, la Zambie, l'est de la République démocratique du Congo, Burundi, Rwanda et l'Ouganda, dépendent du port de Dar es Salaam pour l'acheminement des importations. Donc là,
En touchant la Tanzanie, on touche en fait toute la région parce que c'est une charnière, c'est une économie charnière entre en fait les différents pays de la région. Donc lorsqu'on cible la Tanzanie, il y a de fortes chances pour que les produits se retrouvent également dans les pays riverains de la Tanzanie. Alors, après cet aperçu historique rapide, le statut politique du pays, le pays a choisi le régime présidentiel depuis le début. La capitale actuelle est Dodoma depuis 1996. Donc, il faut dire que depuis l'indépendance, la capitale fut Dar es Salaam jusqu'en 1996. En 1996, Dodoma fut construite pour être la capitale administrative. Et Dar es Salaam est restée la capitale législative, mais depuis 2015, si je ne me trompe pas, tous les pouvoirs ont été centralisés au niveau de Dodoma, qui est en train de devenir une région qui compte à peu près 214-220 000 habitants. Mais avec sa grande agglomération, en fait, la population avoisine aujourd'hui les 2 millions d'habitants, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de différentes parties, de différentes régions du pays pour s'installer dans la région de Dodoma. Alors, le chef d'État actuel, Samia Suluhu Hassan, depuis le 19 mars 2021, alors le produit intérieur brut est d'un peu plus de 70 milliards de dollars en 2021, avec une augmentation de 5% par rapport à 2020, et on projette une augmentation de 5,2 en 2023 et 6,2 en 2024. PIB par habitant, puisque c'est un pays populeux, on a dit plus de 65 millions d'habitants, soit une population supérieure à celle de l'Afrique du Sud. Donc, ça explique déjà qu'il s'agit d'un marché important par ses dimensions démographiques. Alors, PIB par habitant, 1123 $ en 2021. Taux de croissance de la population, 2,75%. Nous allons voir tout à l'heure que c'est un chiffre qui est appelé à doubler si le taux de mortalité est contrôlé, puisque le pays connaît un taux de natalité de 4,4%, mais un taux de mortalité qui reste quand même important. Donc, le net est de 2,75%. Alors, il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas encore suffisamment contrôlées au niveau de la Tanzanie. Mais d'après l'Organisation mondiale de la santé, le pays est en train de réaliser des prouesses pour éradiquer certaines maladies comme malaria, marwang, etc. Alors, la superficie du pays est de 947 000 km², soit près d'1 million de km², y compris une trentaine d'îles dont les plus importantes sont les îles de Mafia, de Pemba et surtout de Zanzibar. Alors, le taux d'urbanisation est un peu plus de 37%. Alors, l'actuelle présidente, Samia Suluhu Hassan, première femme présidente du pays. Alors, les langues officielles, il y en a deux. Alors, il y a le Swahili, en fait, une version de Swahili qui a fort mélange d'arabe, qu'on appelle dans la région Kyongoja, et qu'on appelle généralement, pour la différencier du Swahili, on l'appelle Kiswahili. Donc, le Ki de Kyongoja et Swahili. Et l'anglais qui reste la langue des affaires au niveau de la Tanzanie. Plusieurs autres langues sont parlées dans la région. Alors, l'arabe, surtout à Zanzibar, Azu, Bena, Gogo, Gujarati. Donc, Gogo, c'est surtout dans la région de Dodoma. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure que le mot Dodoma, qui est le nom de la capitale, veut dire et s'est noyé ici. On raconte, dans la langue Gogo, on raconte que lors d'une grande inondation, un éléphant s'est noyé en fait dans l'inondation, et on a commencé en fait à désigner cet endroit par l'endroit où l'éléphant s'est noyé. Donc on dit il s'est noyé ici, puis dans la langue de Gogo, ça veut dire Dodoma. D'autres langues vernaculaires de la région, comme le Moshi, le Maasai, etc.
Alors, les groupes ethniques, 99% sont d'origine africaine, dont les tribus Bantou, qui sont plus de 130 sous-tribus, et qui représentent 95% de la population globale de la région. Alors, les religions, le christianisme, l'islam, qui restent les deux principales religions, en plus d'un certain nombre de religions minoritaires comme ce qu'on appelle pop religion, religion folk, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, parce qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'Indiens qui sont venus, beaucoup d'entre eux se sont christianisés ou islamisés, mais ceux qui sont restés bouddhistes ou hindouistes continuent de pratiquer leur religion dans des temples dédiés. Alors, quelques chiffres qui montrent en fait que le pays reste encore un pays sous-développé qui a besoin de tout. Nombre de lignes téléphoniques pour 100 habitants, 0,4, donc même pas 1%. Nombre d'utilisateurs d'Internet pour 100 habitants, 13,1%. Et puis, taux d'électrification, 15,3%. Mais depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis l'intronisation de Mme Suluhu, il est en train de mettre en place des programmes de modernisation du pays, ce qui fait que partout dans le pays, il y a des chantiers d'électrification, d'installation de câbles d'Internet, etc. Donc, c'est bien entendu le moment où le plus d'opportunités se présentent dans le pays, puisque le pays a besoin de pratiquement tout. En termes des indicateurs de développement humain, le pays est classé 151, au rang 151 sur 180 pays, 188, et rang Doing Business de la Banque mondiale, le pays est classé 141 sur 190. Donc, ça reste un pays, encore une fois, qui est en train de sortir d'une économie primitive, économie largement agraire, pour se moderniser en utilisant les ressources naturelles très riches de la région qui restent jusqu'à présent contrôlées par des méga entreprises australiennes, chinoises et américaines. Alors, la monnaie nationale, c'est le shilling de Tanzanie. Alors d'ailleurs, la plupart des anciennes colonies de la région, nous avons vu avec Kenya, c'est le shilling kenyan. La Tanzanie, c'est le shilling tanzanien, qui a pour sigle ISO TZS. Donc un dirham équivaut à 234 ou 235 shillings, ou pour faciliter le calcul, 1 euro égale 2500 TZS, donc 2500 shillings. Alors, quand je vais dans la région, c'est comme ça que je raisonne en termes d'euros, c'est plus facile. Donc, 1 euro égale 2500 shillings. Ça facilite le calcul, ça facilite la conversion, ça facilite la comparaison des prix. Alors, vous voyez que le taux de change date d'avant-hier. C'est le taux de change actuel par rapport aux différentes monnaies, en fait, par rapport au dirham et par rapport au dollar et par rapport à l'euro également. Par rapport à la répartition de la population, donc nous avons vu que c'est un pays populeux avec plus de 65 millions d'habitants, mais que vous voyez que le pays est désertique, qu'il y a plusieurs régions qui ne sont pas encore, en fait, habitées, à l'exception du nord, près du lac de Victoria, la région de Dodoma qui commence également à attirer beaucoup d'habitants. En fait, près de Zambie, près de la frontière avec la Zambie et le Malawi, et également Dar es Salaam et Zanzibar, qui restent quand même très peuplés. Alors, pyramide des âges, j'ai dit tout à l'heure que le taux de natalité est de 4,4%, mais le taux de mortalité reste encore assez élevé, avec une tendance baissière depuis quelques années. Vous voyez que la population est encore très jeune. Vous voyez que, en fait, une bonne proportion de la population est âgée de moins de 20 ans, comme vous pouvez le voir. Donc, l'essentiel ou la majorité de la population est encore très jeune. Alors, les principales villes en Tanzanie, vous voyez, en fait, Dodoma, habitée de 214 000 personnes seulement, alors que Dar es Salaam compte plus de 6 millions. On a d'autres villes importantes comme Mwanza, 700 000, Zanzibar elle-même, 500 000, Arusha, massif de Kilimanjaro au nord, sur la frontière avec Kenya,
341 000, etc. Donc, ce sont en fait les principales villes, mais vous voyez que Dar es Salaam reste une ville qui concentre plus, je dirais, des 3/4 de la population de la Tanzanie. Alors, quelques indicateurs politiques de la Tanzanie. Vous voyez que, mis à part la stabilité politique, le pays continue de souffrir d'un ensemble quand même de problèmes. Donc, déjà, au niveau de la protection des libertés, le pays score, en fait, a un score relativement faible. Le score est encore plus faible concernant l'efficacité, la qualité réglementaire, la liberté d'expression. Mais je n'ai pas de charte comparative, mais comme je vous disais, la nouvelle présidente a fait des prouesses extrêmement importantes depuis qu'elle est là, et puis tout le monde prévoit justement que la Tanzanie améliore sa situation dans les délais les plus brefs. Les secteurs d'activité les plus importants en Tanzanie. Alors d'abord, au niveau de la répartition, on a l'industrie qui occupe 30%, ou qui représente 30% au niveau du PIB national. L'agriculture qui reste importante avec 25-90%, mais on va le voir tout à l'heure, qui continue d'employer plus de 65% de la population active. Et on a les services et surtout les télécoms qui commencent à se développer, comme je le disais tout à l'heure, à une cadence extrêmement rapide. Curieusement, le secteur minier ne représente que 4% parce qu'il est largement contrôlé par des entreprises étrangères. Alors, au niveau de l'industrie, en fait, l'industrie manufacturière représente 50% du PIB de l'industrie, 40% industrie de transformation et 10% l'industrie d'assemblage. Alors, les principales ressources naturelles du pays, le pays est très riche en hydroélectricité parce qu'il compte pas moins de 5 grands lacs, dont le plus important est le lac Victoria, en fait, où se trouve la source, les sources du Nil, l'étain, les phosphates, minerais de fer, charbon, les diamants, les pierres précieuses, y compris la tanzanite, en fait, une pierre qui ne se trouve qu'en Tanzanie, d'où le nom, tanzanite, très recherchée, très chère, or, gaz naturel, nickel, uranium, etc. Et surtout, le pays est très riche, on va le voir tout à l'heure, en terres rares, ce qu'on appelle les terres rares. Alors d'ailleurs, le gouvernement vient de signer en avril 2023, soit il y a 2 mois, moins de 2 mois, il a signé un accord avec des entreprises australiennes qui sont déjà présentes massivement dans la région, un accord ou des accords qui totalisent un programme d'investissement de 667 millions de dollars pour extraire des minéraux de terres rares et du graphite. Donc lorsqu'on parle des minéraux de terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, ce sont 17 minéraux qui sont importantes dans plusieurs industries, dont la fabrication de voitures électriques, dans la fabrication de smartphones, dans la fabrication d'éoliennes et de batteries pour l'énergie solaire, etc. Donc vous voyez que c'est un minerai ou c'est un enjeu extrêmement à titre d'information, la Chine contrôle aujourd'hui jusqu'à 98% de la production mondiale des terres rares. Donc, est-ce que vous m'entendez là? Parce que je vois, j'ai un message là comme quoi la connexion est instable. C'est Blahsen, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, Ciel. D'accord, parce que j'ai eu un message en fait qui m'a fait peur. Donc, Non, et non, puis également, alors les terres rares, vous voyez en fait l'importance pourquoi l'Australie, la Chine, la Grande-Bretagne et les États-Unis s'intéressent beaucoup à la Tanzanie. C'est pour contrôler en fait, ces minerais extrêmement importants pour la fabrication de microprocesseurs, de batteries à lithium, d'un certain nombre de composantes pour les voitures électriques, pour les éoliennes, etc. Et puis également pour l'extraction du graphite. Alors le graphite, c'est le minerai qui sert à fabriquer la borne négative des batteries et qui sert également à fabriquer l'anode pour les chauffe-eau solaires, etc. Où en fait il y a
une matière qui s'appelle l'anode à l'intérieur et qui polarise en quelque sorte l'électricité statique pour éviter la corrosion de l'intérieur des cuves et également des moteurs. Donc, et c'est une industrie qui est largement contrôlée par des entreprises étrangères, dont les entreprises australiennes qui ne sont pas loin, et puis britanniques, américaines et chinoises également. Vous voyez ici la région de Manyara, qui reste une région des plus riches en ressources naturelles et en ressources minérales. Alors, concernant les ressources agricoles, bon, il faut déjà indiquer que 37,3% du territoire est occupé par des forêts. Donc, c'est un pays qui a une forte densité de forêts. 14% seulement des terres en Tanzanie sont arables. Malgré ça, l'agriculture continue d'employer plus de 65% de la population active et contribue, comme on l'a vu tout à l'heure, pour plus de 25% du PIB du pays. Alors, les principales cultures au niveau de la Tanzanie, on trouve le tabac, les noix de cajou, les clous de girofle, le café, le thé, le coton et le sisal. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le sisal, c'est un matériau qu'on utilise dans le plâtre là, pour les faux plafonds et tout. Donc, pour renforcer, c'est un matériau en fait qu'on utilise pour fabriquer un matériau composite qu'on utilise pour la fabrication des faux plafonds et pour d'autres matériaux également. Alors, la Tanzanie en est très riche et elle exporte le sisal un peu partout dans le monde. Donc, il y a deux pays en fait qui sont très riches en sisal. Il y a le Kenya et la Tanzanie. Alors, investir en Tanzanie, pourquoi investir en Tanzanie? Parce qu'il y a déjà un programme d'incitation fiscale et financière extrêmement intéressant pour les investisseurs étrangers. Il y a cette garantie dont j'ai parlé tout à l'heure contre l'expropriation et la nationalisation. Les dépenses de recherche pour l'agriculture sont déductibles aux fins d'impôt sur le revenu à 100%. Les acquisitions d'immobilisation pour l'investissement sont passées en charge 100%. Donc, il n'y a pas d'amortissement. En fait, on les amortit en une seule fois à 100%. L'importation, franchise des droits de douane de tous les biens d'équipement, les pièces détachées, les installations hôtelières, les explosifs pour l'exploration gazière et pétrolière, etc. Donc, beaucoup d'incitations, bien entendu, qui rendent le pays extrêmement attractif en termes malgré les différents problèmes qui subsistent, à savoir la faiblesse des infrastructures, la corruption, la bureaucratie, etc., des problèmes qu'on va voir tout à l'heure. Alors, les secteurs prioritaires pour l'investissement, et bien entendu, plus on va vers les secteurs prioritaires, plus les incitations sont importantes. L'agriculture, l'industrie manufacturière, l'industrie minière, la santé et l'éducation, mais également le conseil en management, hein, surtout pour la formation des gens et le conseil en management à l'intérieur des centres de santé et des écoles également. L'aquaculture, l'élevage, l'économie et les infrastructures, le tourisme, en fait, technologie d'information et de communication, etc., sont les secteurs prioritaires au niveau de la Tanzanie. Et bien entendu, plus on choisit des projets qui sont identifiés par le gouvernement comme étant prioritaires, plus on a des incitations et d'avantages, voire même des subventions selon le secteur choisi et selon également la localisation. Alors, quelques indications concernant le marché intérieur de la Tanzanie. D'abord, le marché reste largement dominé par la distribution classique, la distribution traditionnelle. On a deux grands marchés. On a le marché de Kariakou à Dar es Salaam, ce marché multiproduits, multiservices, le plus grand de la Tanzanie, marché où l'on trouve de tout. Alors, vous avez quelques images ici du marché de Kariakou, qui reste un marché extrêmement important. En fait, si une personne voudrait, par exemple, exporter en Tanzanie, il trouve en fait plein de négociants, d'importateurs, de grossistes au marché de Kariakou qui pourraient acheter les produits et bien entendu les livrer partout dans le pays, voire même dans les pays limitrophes. Et concernant le poisson, on a le plus grand marché de l'Afrique de l'Est, de toute l'Afrique de l'Est, marché de poissons de Kivukoni, à Dar es Salaam également.
qui reste une plaque tournante également pour le commerce des produits de la mer, des produits halieutiques. Par rapport à la distribution moderne, on a plusieurs supermarchés. On a très peu d'hypermarchés, mais on a beaucoup de supermarchés au niveau de la région, dont plusieurs sont des marchés, sont plutôt des supermarchés, des enseignes tanzaniennes à 100%. Certains de ces enseignes appartiennent à des Indiens, d'autres à des Libanais ou à des Omanis. Alors, on a, comme à titre d'exemple, on a TSN, on a Shrijiz, on a Nakomat, on a Kivadamin, Mianzini, Mambo, etc. Plusieurs centaines, en quelque sorte, de supermarchés qui sont représentés un peu partout dans le pays, mais qui ont une couverture très focalisée sur Dar es Salaam et sa région. Concernant le commerce électronique, il est assez balbutiement. Il a commencé tout récemment, surtout avec la pandémie. Mais il a le potentiel de croître très vite puisque les gens commencent bien entendu, à s'intéresser à ça. Durant le confinement, beaucoup de gens se sont essayés au commerce électronique et ont trouvé que les paiements en ligne ne sont pas si risqués qu'ils le pensaient. Et puis, il y a eu également l'hégémonie de la méthode M-Pesa qui a pris naissance au Kenya voisin et qui s'est propagée un peu dans la région. C'est le paiement par téléphone. 94% des acheteurs en ligne choisissent de payer à la livraison parce qu'ils continuent de ne pas faire totalement confiance aux sites en ligne. Alors, Jumia est très présent dans la région, en Tanzanie, en fait, pour la livraison. Et bien entendu, pour ceux qui font le commerce en ligne, les acheteurs préfèrent avoir cette possibilité, ce qu'on appelle COD ou Cash on Delivery, et avoir l'option de retour gratuit si jamais ils ne sont pas contents des produits. Donc, Jumia est opérationnel en Tanzanie, mais il y a d'autres concurrents locaux comme OLX et Zodwa, Shop Online, etc. Alors, on estime le nombre d'acheteurs en ligne à 1 593 personnes, ce qui représente 21% de l'ensemble des internautes et 5,3% de l'ensemble de la population surtout citadine, parce qu'on a vu que le taux d'urbanisation est relativement faible. La CNUSED a donné un classement récent de la Tanzanie. La Tanzanie se classe seconde au niveau de l'Afrique de l'Est après Kenya et 16e à l'échelle africaine, 110e à l'échelle mondiale avec un indice pour l'indice e-commerce B2C, soit business to consumer. Mais comme on a dit, le potentiel est énorme pour le développement du commerce électronique, d'autant plus que beaucoup de consommateurs aujourd'hui n'hésitent pas à passer par cette méthode pour s'approvisionner en ligne et se faire livrer les produits achetés chez eux. Commerce extérieur de la Tanzanie. Alors, la Tanzanie fait partie d'un ensemble d'accords commerciaux. Les plus importants, bien entendu, c'est que la Tanzanie fait partie de la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté de développement de l'Afrique australe. Donc, si on jette un coup d'œil aux pays qui composent ces deux principales régions qu'on a au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors, on a dit la Tanzanie. Alors, au niveau de... Alors, je change la langue là pour le français. Alors, communauté d'Afrique de l'Est, les pays qui sont membres de cette communauté sont le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, qui se sont ajoutés à cette région, qui est en fait une union douanière. Et puis, cette région a été fondée au début par la Tanzanie, Burundi, Kenya, Ouganda et Rwanda.
Alors, au début, c'était Kenya, Ouganda et Tanzanie. Par la suite, d'autres pays se sont ajoutés à cette communauté, à cette union douanière. Alors, concernant la communauté de développement de l'Afrique australe, là, on trouve en fait le chef de file, c'est l'Afrique du Sud. Alors, on a les signataires initiaux l'Afrique du Sud, le Botswana, Eswatini, qui est l'ancien Lesotho, excusez-moi, l'ancien Swaziland. On a le Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Alors, ce sont les initiaux. Et puis, il y a d'autres pays qui se sont ajoutés à la région, à savoir l'Angola, les Comores et Madagascar, etc. Alors, bien entendu, en étant membre de ces régions et surtout de l'Union douanière, la Tanzanie adopte le même système au niveau de l'importation et de l'exportation que le Kenya que nous avons déjà vu au niveau d'un webinaire précédent. Alors, la communauté d'Afrique de l'Ouest a signé un accord avec l'Union européenne qui confère à la région un ensemble d'incitations et un ensemble de privilèges tarifaires et non tarifaires. Alors, concernant les principaux indicateurs du commerce extérieur, le PIB, on l'a vu, plus de 70 millions de milliards, plus de 70 milliards de dollars en 2021, PIB par habitant 1123 dollars. Alors, on a au niveau des exportations 6 milliards 391 millions et on a au niveau des importations 10 milliards, soit une balance déficitaire qui est compensée par le tourisme, soit la balance des paiements. Donc, balance des marchandises est déficitaire du fait que le pays importe beaucoup de produits et beaucoup plus de produits qu'il n'en exporte. Alors, ventilation des exportations totales par grand groupe de produits. Alors, produits agricoles représentent 15%, les combustibles et produits extractifs au niveau de l'exportation 2%, produits manufacturés 43,7%, surtout aux pays de la région, et autres 39%. Destination, les principaux clients de la Tanzanie, on a les Émirats, qui est très présente au niveau de la région. D'ailleurs, il y a des pourparlers pour l'achat d'un ensemble de ports de la Tanzanie. Vous voyez en fait que l'agence qui gère un certain nombre de ports au niveau de Dubaï gère plusieurs ports africains aujourd'hui. Et il y a des pourparlers pour l'acquisition de la gérance d'un certain nombre de ports en concession au niveau de la Tanzanie. Afrique du Sud, 14,3%, puisqu'ils font partie de la même zone de libre-échange. Kenya, le Kenya voisin, 6,2%. L'Inde, 15,8%. Suisse, 8,2%. Et autres, 39%. Et vous voyez, en fait, les principaux produits exportés sont le café et l'or, entre autres. Alors, principaux produits que la Tanzanie exporte, on a l'or, et vous voyez qu'il y a une grosse différence par rapport aux autres produits. On a les déchets et les débris de métaux précieux, minerais de métaux précieux et leurs concentrés, filets de poisson et autres chairs de poisson, préparation pour l'entretien ou les soins de la peau. Concernant les produits non agricoles, le pays exporte du riz, légumes à cos sec, le café, noix de coco, noix de Brésil, autres grains, etc. Et vous voyez que le riz constitue l'un des principaux produits non agricoles que le riz. Je crois que là c'est inversé. Désolé. Hein. Là, c'est les produits non agricoles. Là, c'est les produits agricoles. Désolé de cette confusion. Alors, concernant les produits importés, d'abord, produits agricoles, 8,6%, combustibles et produits extractifs, 16%, produits manufacturés, 75%, soit les 3/4 de ce qui est importé constitue de produits manufacturés. La Chine arrive en tête des fournisseurs de la Tanzanie avec 25%, les Émirats avec 12,5%, l'Inde 11%, l'Union européenne 8,5% et l'Arabie saoudite comme le Royaume-Uni, le Royaume d'Arabie saoudite 6,2%. Concernant les produits agricoles importés, le blé, huile de palme et ses fractions, sucre de canne de betterave, acide gras monocarboxylique industriel, les résidus solides, etc. Les produits non agricoles,
huile de pétrole, les médicaments, produits en fer, les voitures de tourisme et les véhicules automobiles pour le transport de marchandises. Alors, concernant les relations Maroc-Tanzanie, le potentiel, c'est la partie, bien entendu, qui, j'imagine, intéresse le plus notre audience aujourd'hui. Alors, bon, cette photo déjà montre la visite royale en 2016, en octobre 2016, à Darussalam. Il fut accueilli par l'ancien président John Magufuli, qui est décédé, comme je vous l'ai dit, en l'an 2000 et qui fut remplacé par sa vice-présidente Samia Suluhu Hassan. Alors, lors de cette visite, pas moins de 22 accords multisectoriels ont été signés entre le Maroc et la Tanzanie et qui ont porté sur beaucoup de secteurs, l'agriculture, la pêche, la banque, l'assurance, transport, énergie, les mines, la coopération scientifique, le tourisme, les engrais, etc. Et à la même occasion, le Forum maroco-tanzanien pour les affaires, pour le commerce et l'investissement a été créé. Et puis, il y a eu la création également d'une unité de valorisation du thé haut de gamme par la Société impériale des thés et infusions et Africafé. Et on a commencé les pourparlers pour la création d'une unité de fabrication de fertilisants et d'engrais par l'OCP. Alors, qu'est-ce que les exportations marocaines vers la Tanzanie comportent? Sur quoi elles portent? Le Maroc et la Tanzanie sont tous les deux membres de l'OMC et de la ZLECAf, sont des membres signataires. En fait, la Tanzanie est membre de l'OMC depuis le 1er janvier 1995, tout comme le Maroc. Et ce sont deux pays qui ont signé et ratifié l'agent de libre-échange, l'accord sur la création de l'agent de libre-échange continental africain, qui normalement est constitué de 54 pays africains. Il y a plus de 46 pays qui ont signé et ratifié. Les autres pays qui n'ont pas encore ratifié sont en cours de ratification. Le seul pays africain qui n'a pas adhéré à la ZLECAf est l'Érythrée. Alors, les exportations marocaines en Tanzanie se sont élevées en 2022 à 151 millions de dollars, en faisant un bond extrêmement important, puisque une année auparavant, il s'était élevé à 11 millions de dollars seulement. Vous voyez qu'on est passé de 11 millions à 151 millions. Alors, la Tanzanie occupe le 36e rang en tant que client du Maroc en 2022. Alors, les phosphates et dérivés ont représenté plus de 95% des exportations marocaines vers la Tanzanie. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire au début de cette présentation qu'il reste un potentiel extrêmement important qui n'est pas exploité. J'allais dire sous-exploité, mais n'est pas exploité. Donc, mis à part les phosphates et dérivés, le Maroc n'exporte pas grand-chose sur la Tanzanie. Et pourtant, la Tanzanie a pratiquement besoin de tout, puisque c'est un pays qui est en train de se construire. Alors, top 5 des produits que le Maroc exporte en Tanzanie, vous voyez que les phosphates avec plus de 95% et 127,5 millions de dollars, suivi des engrais minéraux chimiques, également un produit dérivé des phosphates, avec 17%. Bon, le tout nous donne plus de 95%. Et puis, on a les timbres postes fiscaux qui sont imprimés au Maroc pour le compte du gouvernement de la Tanzanie. Sucre de canne et de betterave, le Maroc n'en est pas un grand exportateur, mais il y a eu quand même quelques opérations qui ont permis au Maroc d'exporter ce genre de produits. Et puis, enfin, on a les préparations de conserve de sardines, préparation et conserve de sardines, 16,0413. Le Maroc a commencé à explorer la possibilité d'exporter la conserve qui est très demandée sur le marché subsaharien en général et puis le marché de l'Afrique de l'Est en particulier. Mais comme je le disais, le potentiel est encore énorme pour le développement. Donc, on va vers cette carte interactive qui va nous permettre de savoir quel est le pourcentage d'utilisation ou d'exploitation du potentiel. Vous voyez que pour les phosphates diamoniques, donc le potentiel est utilisé à 95%. Pour les engrais minéraux, à 42%. Donc, tout ce qui relève en fait des phosphates et dérivés, le Maroc fait bien son job, comme on dit. Mais pour les autres produits qui ont un potentiel énorme,
un potentiel important. Il reste encore beaucoup de choses à faire. On a les voitures de tourisme. Le potentiel est de 3,5 millions de dollars. Le Maroc n'exporte pas actuellement. Les conducteurs électriques pour tension inférieure ou égale à 1000 volts, sans pièces de connexion, on a un potentiel de 608 000 dollars. Et puis, on a les conducteurs électriques, les appareils électriques, etc., les sucres de canne de betterave. Vous voyez en fait que le potentiel est également pour les parties d'avion et d'hélicoptères. On a dit qu'il y a une industrie d'assemblage sur place, donc il est possible également d'exploiter ça. Pour le plâtre, d'autant plus que le Maroc importe le sisal d'un certain nombre de pays, donc le plâtre, on peut également l'exporter puisque il y a un potentiel pour ça. On a les acides, on a les joints en caoutchouc vulcanisés non durcis, on a les tours et pylônes en fer ou en acier, etc. Donc vous voyez qu'il y a quand même un important potentiel pour un ensemble de produits. Vous voyez en fait la panoplie de produits pour lesquels il y a un potentiel sur place. Et bien entendu, le calcul de ce potentiel est très prudent, donc on se base sur le minimum possible. Et c'est la raison pour laquelle, pour un certain nombre de produits sur d'autres pays, on a vu des exportations qui dépassaient les 100%. Et cela s'explique bien entendu par les pronostics très prudents du Centre de commerce international qui est auteur justement de ces estimations et de ces simulations. Alors, potentiel important. Concernant les importations marocaines à partir de la Tanzanie, le Maroc a importé pour 15,4 millions de dollars seulement, contre 151 millions pour les exportations. Donc, la balance déficitaire est largement en faveur du Maroc. La Tanzanie a occupé le rang de 94e fournisseur du Maroc. Près de la moitié des importations marocaines de la Tanzanie a consisté en café non torréfié et non décaféiné. Un certain nombre d'entreprises marocaines, sans citer les noms, importent depuis la Tanzanie. Alors, vous voyez que le café, donc 7,4 millions de millions de dollars, suivi des fibres textiles, surtout les fibres de textiles naturels, et puis on a les graines et légumes ensemencés, on a les polyéthylènes téléphthalates inférieurs et polyéthylènes téléphthalates supérieurs et autres. Donc vous voyez que les produits que le Maroc importe à partir de la Tanzanie sont également peu nombreux et il y a également de la marge pour mieux faire. Potentiel au niveau de l'importation, donc si on va également au tableau interactif pour voir les réalisations actuelles et le possible, en fait, le café non torréfié, vous voyez que le Maroc, pour un potentiel de 2 700 000, le Maroc importe déjà 5,8 millions. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le calcul du potentiel est très prudent, trop prudent même. Sans remoulage et au résidu de la mouture, au traitement du froment, le Maroc n'en importe pas alors qu'il y a un potentiel important. Et d'ailleurs, au niveau des indicateurs qui sont pris en considération pour ces simulations et pour ces calculs, l'ITC prend en considération la distance, la faisabilité de la chose, etc. Donc, ça ne veut pas dire que non, la Tanzanie est trop loin. Donc, on quantifie également la distance et on estime que la Tanzanie est capable de nous approvisionner en ces produits. Résidus solides de l'extraction des graisses ou l'huile de tournesol, le Maroc n'importe pas encore. Le maïs, les graines de sésame, coco et autres fibres textiles, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les fibres textiles naturelles, papier à carton pour couverture, écran, etc. On a les pois chiches secs écossais, les graines de légumes, nitrate d'aluminium. Vous voyez également que ce que le Maroc peut importer à partir de la Tanzanie est très important. En fait, une panoplie très complète, très étoffée, très variée de produits que le Maroc peut également importer à partir de la Tanzanie. Alors, cependant, il y a quand même un ensemble d'obstacles. Alors, d'abord, l'éloignement géographique, on l'a dit tout à l'heure, l'éloignement géographique
fait que l'on s'intéresse à des marchés limitrophes plutôt qu'à des marchés lointains. Et qui dit marché limitrophe dit également difficulté de transport et cherté du transport. Culture anglo-saxonne, donc le Maroc, en fait, le Maroc, d'une manière générale, beaucoup d'exportateurs préfèrent des pays qui parlent, en fait, qui ont une culture proche de la nôtre, surtout les pays européens, mais également les pays de l'Afrique occidentale. Et là, c'est un monde anglo-saxon qu'il va falloir, bien entendu, comprendre et apprivoiser. Absence de vol direct à partir du Maroc. Donc, j'ai fait une petite simulation hier pour me rendre à Dar es Salaam. En fait, quand j'y suis allé à partir d'autres aéroports que le Maroc. Mais pour aller à partir du Maroc, il y a 2 escales et ça coûte entre 12 500 à peu près et 24 000 dirhams pour se rendre jusqu'à Dar es Salaam. Et puis, ça prend quand même beaucoup de temps pour s'y rendre. Alors, absence de vol direct à partir du Maroc, puis timide présence bancaire marocaine dans le pays. Il y a la seule banque qui est représentée aujourd'hui, c'est Bank of Africa, à travers une succursale à Dar es Salaam, mais avec également des points de représentation dans d'autres villes de la Tanzanie. Impraticabilité de transport routier, puisque bon, tant que les axes routiers qui traversent le continent ne sont pas encore construits, ne sont pas encore opérationnels, le transport routier ne peut pas se rendre jusqu'à l'Afrique de l'Est en général. Absence d'un cadre juridique bilatéral, puisqu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, mais le cadre juridique bilatéral définitif et tout n'est pas encore tout à fait prêt. Très faible communauté marocaine, donc les Marocains sont dans la région. Il y a surtout des Libanais, il y a des Omanais, il y a des Indiens, mais peu de Marocains. Mais connaissances mutuelles, puisque nous ne savons pas grand-chose de la Tanzanie, les Tanzaniens non plus ne savent pas grand-chose de nous. En fait, on a eu quelques matchs entre les équipes nationales et les équipes de la Tanzanie, donc nous connaissons quelques équipes de la Tanzanie, mais nous ne connaissons pas le marché, nous ne connaissons pas ses pratiques, nous ne connaissons pas ce qui marche, ce qui ne marche pas au niveau de la Tanzanie. Donc tout cela, bien entendu, prend du temps pour que nous puissions développer une certaine présence, mais bien entendu, les opportunités sont là. Il va falloir que nous puissions nous préparer pour y aller. Alors, comment accéder au marché tanzanien? Quelques conseils. Alors, d'abord, essayer de visiter des salons en fait, dans votre secteur d'activité. Et on a plusieurs, il y a une trentaine qui se tiennent en Tanzanie en 2023-2024. Alors, on choisit le salon ou la manifestation commerciale de son choix. Et puis, on y va. Comme vous pouvez voir ici, on a par exemple ce salon qui est dédié à l'agroalimentaire, celui-ci au tourisme, par exemple. Et lorsqu'on clique sur ce lien, il nous mène vers un certain nombre d'indications concernant le salon, où est-ce qu'il se tient, le site web et comment trouver un hôtel dans les parages, comment s'inscrire, qui organise le salon, son numéro de téléphone, son email, etc. Et bien entendu, il va falloir choisir le salon en fonction, bien entendu, de son audience, de sa couverture géographique, puisqu'il y a des marchés, il y a des salons plutôt, qui polarisent la participation de gens de toute la région, en fait, de l'Afrique de l'Est. Donc, autant s'intéresser à toute la région plutôt qu'au seul marché de la Tanzanie. D'accord. Alors, et puis, pour comment identifier des partenaires tanzaniens, en fait, que vous cherchiez des importateurs, des partenaires ou distributeurs, etc., il y a plusieurs sites. En fait, j'en ai mis quelques-uns ici. Alors, il y a celui-ci, le répertoire des affaires de la Tanzanie. Alors, là également, c'est un site, bon, je dirais, une capture interactive. Vous choisissez l'entreprise ou vous choisissez le secteur, comme bon vous semble. Alors, choisissez le secteur, par exemple, dans la distribution automobile ou dans le secteur médical, etc. Vous choisissez ce que vous voulez et puis
vous mettez pardon, le produit ou le service qui vous intéresse. Bien entendu, vous allez devoir vous enregistrer sur le site et puis vous faites la recherche et le site vous donnera la liste de tous les importateurs ou tous les exportateurs par rapport aux produits que vous avez cités. Donc, ça n'est pas juste ce site-là. Vous avez les sites également pour les appels d'offres. Il y en a plusieurs, j'en ai mis quelques-uns. Alors, vous avez Tenders Info. Là également, c'est interactif. Donc, on peut également visiter ce site rapidement, que vous enregistrez également. Vous choisissez, vous pouvez même créer une alerte en fonction de votre secteur d'activité ou en fonction de votre produit. On vous avisera. Alors, vous voyez ici déjà, ici, nous avons déjà des appels d'offres qui sont cités automatiquement, qui sont d'actualité. Et vous pouvez faire une recherche par produit vous introduisez votre filtre ici, il vous sortira uniquement les appels d'offres qui portent sur votre produit, tourisme, la quincaillerie, les équipements, les métaux, produits métalliques et non métalliques, etc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous avez des appels d'offres pour l'approvisionnement d'entreprises publiques et privées, les hôtels, les restaurants, etc. Alors ça, c'est le deuxième site. On a également on a ce site-là, Tenders in Tanzania, alors online tenders. Là également, c'est interactif, hein, c'est le même principe. Alors, vous choisissez également, vous enregistrez, choisissez votre produit et le système vous donnera les appels d'offres qui correspondent à ce que vous voulez. Alors, vous avez ici un ensemble d'appels d'offres. Vous voyez, en fait, sont tous en Tanzanie. Ou vous pouvez choisir ce que vous voulez. Choisissez le searching et le système va vous dire quels sont les appels d'offres correspondant à votre produit, à votre service, si vous voulez exporter sur appel d'offres. Alors, on a également Tanzania Invest qui donne également des tenders, des appels d'offres. C'est le site de l'agence d'investissement de la Tanzanie. Là également, vous avez un ensemble de secteurs d'activité. Vous choisissez ce que vous voulez et puis, tous les appels d'offres sont ici. Et le système vous sortira les appels d'offres. Vous pouvez même utiliser des filtres, encore une fois, et le système vous donnera les appels d'offres qui correspondent à votre produit ou à votre service. Alors, on a le site officiel en fait de l'administration publique en Tanzanie, Tanzania National E-Procurement System. Alors, vous avez un guide qui vous permet de savoir comment l'utiliser et vous avez également les appels d'offres qui sont classés, qui peuvent être filtrés en fonction de votre secteur. Alors, vous avez ici les notices publiques, les avis publics, et puis vous choisissez encore une fois ce que vous voulez et le système va vous sortir les produits ou les services qui correspondent à votre recherche. Alors, procédure et documents d'importation, il y a plusieurs étapes et comme je vous ai dit, en fait, ce sont des étapes qui ressemblent un tant soit peu à ce qui se passe au niveau des autres pays de l'Union douanière. Comme au Maroc, afin d'accomplir les procédures, vous devez passer par un intermédiaire agréé, savoir un transitaire. Et les procédures, en fait, on recommande de commencer les procédures 7 jours avant l'arrivée du navire. 7 jours avant l'arrivée du navire, de manière à ne pas retarder le dédouanement. Alors, bien entendu, le transitaire doit être agréé par la douane, mais il agit au nom et pour le compte de l'importateur étranger. Alors, le dédouanement et le dépôt des documents, comme ça se fait au niveau de Portnet et au niveau de TMSA, par exemple, se fait en ligne à travers un système qui ressemble un peu au système Badr au Maroc, qui s'appelle TAN6. TAN6, TAN pour Tanzanie, et qui permet justement de dédouaner la marchandise en ligne dans les mêmes conditions. Il faut dire que la Tanzanie a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès au niveau de la digitalisation de la procédure.
Et aujourd'hui, toute la procédure est digitalisée au niveau du dédouanement et au niveau de l'obtention des différents documents. Alors, les documents d'importation incluent la facture commerciale finale, la lettre d'autorisation de l'agent de l'importateur, puisque le transitaire agit pour le compte de l'importateur, donc il doit avoir une lettre d'autorisation. Et puis les permis concernant le produit. Alors, vous avez pour les produits les produits pharmaceutiques, par exemple, vous avez TMDA. Alors, TMDA, c'est l'autorité qui est chargée d'autoriser l'importation de produits agricoles au niveau de la Tanzanie. Alors, comme vous pouvez le lire ici, hein, c'est Tanzania Medicines and Medical Devices Authority, hein, c'est l'agence qui autorise l'importation de produits médicaux. Que vous voulez importer, par exemple, des médicaments, vous devez avoir l'autorisation de TMDA. Bien entendu, vous allez devoir envoyer des échantillons, des notices techniques détaillées et tout pour qu'on vous donne l'autorisation. Alors, TBS, c'est l'équivalent de IMANOR, si vous voulez, hein, c'est le Tanzania Bureau of Standards, TBS. Là, si votre produit doit se conformer à certaines normes de qualité ou autres, c'est TBS qui doit vous donner l'autorisation en fait, d'importer le produit en Tanzanie. Et puis, vous avez TASAC, hein, c'est pour le shipping, hein, pour l'autorité chargée du transport pour faire venir le produit. C'est à la fois l'agence ou l'autorité qui gère le transport, mais qui gère également les prémices, en fait les prémices, qui gère l'enceinte portuaire. C'est l'équivalent à la fois de l'ANP et de Somaport ou de Marsa Maroc. D'accord. Donc là également, ce sont eux qui sont autorisés à vous donner l'autorisation pour que vous puissiez disposer de votre marchandise. Voilà. Document d'exemption, si vous devez ne pas payer de droits de douane, donc vous devez avoir un document d'exemption. Alors, on a dit tout à l'heure que si vous voulez investir, tout le matériel d'équipement est exonéré, donc vous devez avoir une autorisation qui prouve que vous êtes exempté de payer les droits de douane. Liste de colisage, donc là, vous savez ce que c'est, hein, document de transport, soit le connaissement, soit la lettre de transport aérien, soit autre. Déclaration transfrontalière d'espèces et d'instruments négociables au porteur. Donc, si vous devez faire transiter par la douane des documents de valeur, vous allez devoir également avoir votre déclaration avec l'alias de documents que vous remettez pour le dédouanement des marchandises. Alors ça, c'est un site extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent à importer ou exporter en Tanzanie. Alors, Tanzania Trade Portal, là, on vous dit exactement pour votre produit quels sont la procédure, quels sont les documents, quel est le coût, etc. Donc là, un site extrêmement intéressant, extrêmement bien fait pour ceux qui voudraient se lancer dans l'importation de produits. Alors, vous entrez votre produit, soit à l'export, soit à l'import, et on vous dit de quoi vous avez besoin pour l'importation de votre produit. Alors, là, tout à l'heure, on a dit pour l'un des produits, par exemple, on a parlé des conserves de sardines. Alors, c'était 14, si je me rappelle bien, 0413 au niveau de la nomenclature. Donc, 16, excusez-moi, ce n'est pas 14, 16, 0413. Alors, c'est 0413. Non, ce n'était pas ici, non, excusez-moi. C'est ici qu'il fallait mettre ça. Donc, 16 04 13. Et là, vous voyez que il me donne l'importation. Donc, là, on sort, je vide ça. Alors, import, je veux importer. Et je choisis, par exemple, quels sont les documents, quelle est la procédure. Et là, il me donne pratiquement tout ce qui concerne le produit. Donc, les inscriptions et les licences à obtenir auparavant, avant d'importer, puis que sont les permis qui sont demandés et le dédouanement également. Bon, vous avez besoin d'une licence d'affaires en fait, pour pouvoir faire des affaires sur place, hein, c'est le document d'entreprise, et vous avez une licence pour l'importation des produits halieutiques. Pour les permis également, vous avez besoin de certificats d'analyse radioactive
et vous avez un permis pour l'importation de produits halieutiques. Et puis, pour le dédouanement, vous dites par rapport à quel port. Donc, si, bon, en fait, si c'est le port de Dar es Salaam, vous choisissez port de Dar es Salaam et il va vous dire quelle est la procédure, quels sont les documents qui sont nécessaires et tout. Et là, vous allez aider votre importateur, bien entendu, en préparant les bons documents pour l'importation de votre produit à l'intérieur du marché de la Tanzanie. Alors, quelques bonnes pratiques et aspects culturels des affaires en Tanzanie. Alors, d'abord, il est primordial d'être renseigné et bien conseillé. C'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas se dire que les Tanzaniens ne sont pas si différents que ça des Sénégalais que nous connaissons bien. Ils font tous partie de l'Afrique subsaharienne. Non, rien n'est moins vrai. Alors, il va falloir construire une relation, contrairement à ce qu'on a dit lorsqu'on a parlé des Canadiens. Il est très important de construire une relation de confiance avant d'embarquer dans des négociations d'affaires. Alors, créer un réseau et puis choisir les bons partenaires sur place. Alors, la monnaie de référence, généralement, reste le dollar américain. L'euro également reste largement accepté. Et bien entendu, les paiements en monnaie locale sont également courantes, hein, c'est le shilling tanzanien. Alors, en dehors des grandes agglomérations, les Tanzaniens sont réservés. Ils n'ont pas l'habitude de trop fréquenter les étrangers. Donc, il va falloir que vous investissiez beaucoup dans la construction d'une relation de confiance avant, bien entendu, que les Tanzaniens ne vous fassent confiance. Et puis, si vous devez vous déplacer sur place, sachez que les Tanzaniens restent quand même assez conservateurs. Il est déconseillé de circuler ou de déambuler dans les rues avec des habits qui ne sont pas pudiques, hein, shorts par exemple, etc., comme beaucoup de touristes le font. Ça reste mal vu de la part des Tanzaniens, et surtout si vous y êtes pour faire des affaires, il va falloir que vous soyez respectueux de la culture et des convictions en fait, des Tanzaniens, qui restent assez conservateurs, comme je viens de le dire. Alors, une fois le premier contact établi, il va falloir que vous vous habituez à répondre à des questions, parce que les Tanzaniens, vous voyez que je suis là, hein, comme j'étais sur la photo de la slide précédente. Les Tanzaniens posent beaucoup de questions sur le Maroc, la culture marocaine, et puis on a quand même un référentiel commun aujourd'hui, c'est le football et l'exploit des Lions de l'Atlas à Qatar. Ça facilite la construction d'une relation de confiance sur la base d'un référentiel commun que nous connaissons et que nous maîtrisons et que nous aimons beaucoup. Alors, quelques mots, je vous ai dit que le Kiswahili est largement inspiré de l'arabe, mais également de l'anglais. Alors, pour dire tout va bien, Hakuna Matata, une expression que vous avez certainement entendue lors d'un film de dessin animé qui a consacré cette expression. Hakuna Matata, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Bienvenue Karibu, hein, c'est le même Kiswahili qu'au Kenya. Bonjour, alors on dit jambo, au salama. Salama parce que vous dites en fait que surtout à Zanzibar, on utilise les mots arabes plutôt que les autres. Comment vas-tu? Abarigani, bien, Nzuri, etc. Vous voyez que salama, en fait, bonne nuit, la salama, c'est-à-dire Leila ou Leil pour nuit. Donc vous avez s'il vous plaît, Tafaddali, pardon, Samahani, Starih, de rien, en fait, repose-toi. Peux-tu m'aider? Tafaddali, Naomba Masada, etc. Vous voyez en fait que fièvre, Homa, qui vient de Humma, etc. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de mots qui sont empruntés de l'arabe. Si vous êtes à Zanzibar, vous serez surpris en fait de comprendre l'essentiel des conversations entre les gens de Zanzibar. Alors, les questions politiques, il ne faut pas les aborder. Et puis, quand bien même vous voyez les Tanzaniens en train de parler d'un sujet politique, il vaut mieux éviter en fait, d'y prendre part. Ça serait mal vu. Et puis, il y a parfois des risques de dérapage qu'on ne peut pas contrôler.
Alors, si vous devez donner un cadeau, donnez-le à la personne qui occupe le plus haut rang, soit le directeur de l'entreprise ou de l'école ou de l'organisation, le chef du village, le chef du tribu, etc. Et en traversant ça, en fait, je tiens toujours à le dire chaque fois que je parle d'un pays ex-colonie de l'Angleterre, les Tanzaniens, comme les Kenyans, comme les Mauriciens, conduisent à gauche. Donc, il faut faire très attention quand vous conduisez parce qu'il y a beaucoup de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, etc., et également d'Africains de l'Occident qui se sont fait happer par des voitures qui viennent de l'autre sens. Puis, on a l'habitude de regarder, en traversant, de regarder à gauche, puis à droite. Là, il faut regarder d'abord à droite. Hein, c'est le monde à l'envers, mais il faut quand même s'y habituer parce que je connais beaucoup de gens en fait, qui ont eu des accidents à cause de leur imprudence. Alors, en conclusion, désolé, en fait, j'étais un peu lent, mais c'est que le sujet me passionne, en fait, d'ailleurs, comme tous les sujets qui touchent au marché étranger et aux cultures étrangères. Donc, le marché tanzanien est un marché qui reste aujourd'hui sous-développé, mais qui est à la veille d'exploser carrément, puisqu'il y a plein de réformes en cours et le pays a besoin de tout. Donc, on a besoin pratiquement de tous les produits que le Maroc exporte. Donc, c'est le moment, en fait, si vous voulez faire des affaires, c'est le moment de commencer. Et puis, ne pas oublier non plus que la Tanzanie est la porte d'entrée de toute la région et surtout des marchés enclavés que j'ai cités tout à l'heure. On a le Burundi, on a le Rwanda, on a le Malawi, on a l'Est de la République démocratique du Congo, on a d'autres pays également, l'Ouganda. Et puis, il s'agit toujours de s'informer sur la culture du pays avant de le visiter. Donc, il ne faut pas se dire, bon, c'est un pays qui ressemble à un autre, donc je vais pouvoir apprendre sur le tas. S'informer le plus possible sur la culture du pays, sur son histoire et sur ce qu'on appelle les do's and don'ts, ce qui est permis de dire ou de faire et de ce qui ne l'est pas. Et puis, chercher à bâtir une relation de confiance et à identifier un partenaire avant d'y aller. Et une fois que vous y allez, rencontrer les différents partenaires que vous avez cités et puis que vous avez listés et essayer en fait de choisir celui ou ceux qui vous paraissent les plus dignes de votre confiance. Et puis, s'informer sur les opportunités d'affaires au niveau des salons sectoriels, mais également au niveau des différents sites que je vous ai proposés, hein, pour le site en fait de la base de données des importateurs tanzaniens, mais également les sites des appels d'offres en Tanzanie. Donc voilà rapidement ce que j'avais à vous dire. Hein, n'oublions pas qu'il s'agit d'un webinaire dans lequel mon mandat est de faire un vol stratosphérique hein, au lieu d'aller dans le détail. Bien entendu, c'est un marché très important avec une richesse d'informations. Bon, j'espère quand même que ce webinaire vous aura ouvert l'appétit pour en apprendre davantage sur le pays. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le débat qui va suivre tout de suite. Merci de votre attention et s'il y a des questions, elles seraient les bienvenues. Merci beaucoup, Ibrahim, pour cette présentation très riche en informations. Et je retiens votre dernier mot, donc c'est que c'est une présentation qui crée de l'appétit pour le marché. Donc, en essayant de voir les possibilités donc, pour exporter nos produits sur ce marché qui est un grand marché importateur de plusieurs produits. Tout de suite, je passe aux questions qu'on a reçues. La première, pour une création d'une société, combien prend en termes de temps? Et la deuxième, pour l'exportation des sardines en conserve, est-ce que vous avez une idée sur les taxes à payer au niveau des ports tanzaniens? Donc, voici les deux questions qu'on a reçues. Donc, j'invite nos chers participants, s'il y a encore d'autres questions à poster. Il y a une troisième question. Qu'en est-il du secteur de la construction? Villa, par exemple, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les premières questions reçues. Très bien. Alors, bon, là, je n'ai pas les éléments pour aller dans le détail, mais bon, je vais déjà répondre à partir des éléments généraux que j'ai déjà présentés. Donc, création d'une société, il y a un effort extraordinaire qui a été fait pour écourter
la durée de création d'une entreprise. Donc, c'était assez long, assez fastidieux au début, mais sachant qu'il s'agit d'un critère pour le Doing Business de la Banque mondiale, le gouvernement tanzanien a fait un effort extraordinaire pour écourter le délai qui aujourd'hui reste quand même assez prudent parce que dans certaines publications, on parle de 7 jours et demi. Moi, je pense en tout réalisme, je pense que le délai aujourd'hui avoisine les 25 jours. Donc 25 jours parce qu'il y a toujours des choses qu'il va falloir revoir et tout. Donc aujourd'hui, officiellement, on parle d'environ 7 jours et demi, mais dans la pratique, il faudra compter 25 jours. Donc il ne faut pas quand même se fier trop à ce qui se fait au niveau officiel parce que parfois, on demande des documents dont la préparation nécessite un délai supplémentaire. Donc 25 jours me paraît un délai très raisonnable. Concernant les conserves de sardines, bon, je n'ai pas la procédure concernant chacun des produits en tête, mais si vous allez au site que j'ai cité, pratiquement tous les sites auxquels les sardines seront assujetties et tous les critères de conformité par rapport auxquels les conserves de sardines seront analysées sont détaillés au niveau du site que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, en fait, pour que nous puissions faire une simulation complète, il nous faut le numéro du permis que je n'ai malheureusement pas. Et le site vous donne exactement tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez. Alors, nous pourrons d'ailleurs, hein, si le temps le permet, nous pourrons le faire rapidement. Je repartage avec vous mon écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, on le voit très bien. Alors, si on va à ce site de tout à l'heure, la préparation des sardines et tout. Donc, le nom le code. Alors, on a dit type d'opération, c'est l'importation. Et le nom du produit, enfin, le C04, c'est le code SH, C0413. Et là, je clique sur la flèche et il me donne pratiquement tous les en fait, les 100. Vous voyez, c'est ici que vous avez en fait les tests. Alors, toute la procédure concernant en fait, l'examen et tout auquel le produit doit bien entendu se soumettre. Donc, vous avez ici un résumé de la procédure. Vous avez les résultats, vous avez les documents qui sont requis, d'accord? Bien entendu, en fait, lorsque vous avez tous ces documents et vous vous conformez à toute la procédure, le test va consister essentiellement à s'assurer que tout ça, bien entendu, correspond à ce qui est exporté. Donc, il y a un test par sondage, comme on le fait pour l'ensemble des produits, et on vous donne, bien entendu, vous avez ici, vous avez les, en fait, en dollars et en shilling. On vous donne également les coûts que vous allez devoir payer, et on vous donne également la durée totale pour les différents tests qui sont faits, etc. Donc, la durée d'attente, et puis l'attente au comptoir, etc. Donc, vous voyez qu'on a essayé quand même de bien faire les choses au niveau des différents produits de manière à ce que la personne puisse avoir l'heure juste concernant l'ensemble des… Vous avez ici les certificats de incorporation, un certificat de création de l'entreprise, vous avez tous les documents qui sont requis et que vous allez devoir, que l'importateur, plutôt, ce n'est pas vous, hein, l'importateur va devoir joindre à sa demande de dédouanement des marchandises. Donc, voilà ce que je peux dire. En fait, sinon, au niveau des tests, là, c'est essentiellement le ministère en fait, livestock, hein, c'est vous voyez donc le ministère des pêches et de l'élevage qui va dire quels sont en fait les tests avec précision.
Concernant, je crois, la troisième question porte sur la construction de villas. Le secteur de construction est en train d'exploser carrément puisque le pays est en train, comme j'ai dit, est en train de se développer. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, la construction fait partie des secteurs prioritaires. Alors, j'espère que je vais trouver ça vite. Fait partie des secteurs prioritaires au niveau de l'investissement qui est encouragé par les autorités à travers un ensemble d'exonérations, voilà, à travers des exonérations et également à travers, c'est pas ici, mais je l'ai vu tout à l'heure, en fait, que j'étais en train de revoir ça, de revoir le détail de chacun des secteurs. J'ai vu le secteur de la construction, c'est très demandé, il y a un ensemble d'incitations qui sont prévues pour ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autre question, est-ce qu'il y a une ligne maritime directe pour le fret? Malheureusement, non. Il n'y a pas de desserte maritime ou aérienne sur la Tanzanie aujourd'hui. Alors, on doit passer impérativement par des ports de dispatching. En fait, on a des bateaux qui vont de Tangemed, mais qui ne vont pas directement à Dar es Salaam. Ils font escale dans différents autres ports, comme Port Saïd en Égypte, comme Port Soudan au Soudan, avant d'aller à Dar es Salaam, ou en Mombasa au Kenya. Mais il n'y a pas, malheureusement, du moins à ma connaissance, j'ai vérifié ça pas plus tard qu'hier, il n'y a pas de ligne directe, donc on doit passer par l'un des ports d'escale. Et concernant le transport aérien non plus, il n'y a pas de desserte directe sur Dar es Salaam. Il y avait une ligne qui allait Maroc-Nairobi, mais elle a été abandonnée après la pandémie. En fait, au début de la pandémie, elle n'a pas été remise en opération. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de faire escale dans un aéroport quelconque. Bon, 2 escales, d'après ce que j'ai vu hier, 2 escales, soit au Caire et dans un Nairobi, par exemple, etc., ou Addis Abeba, avant d'aller à Dar es Salaam. Alors, une suite de la question sur la construction. Comment peut-on faire pour avoir une idée des zones sur lesquelles la construction de villas sont le plus dense, les plus denses? Les plus Denses. denses. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la région de Dodoma qui est en train de connaître le taux le plus élevé de construction, puisque c'est la capitale, et jusqu'ici, comme je vous ai dit, la capitale est habitée de seulement 214 000. Mais au niveau de la région, on est pratiquement en train de construire partout. Alors, je vous ai dit que l'agglomération entière, le Dodoma et sa région, font aujourd'hui près de 2 millions d'habitants et c'est appelé à s'élever, en fait, à grandir davantage. Alors, Dar es Salaam, presque saturé, mais bon, c'est une ville qui est en train de s'étendre partout. Mais comme je vous ai dit, on a la région de Dodoma, mais on a également le Grand Nord, près du lac de Victoria. Mais si vous voulez, en fait, une carte, je pourrais vous l'envoyer, une carte qui montre les régions qui connaissent le taux de progression démographique le plus élevé. Alors, autre question, est-ce qu'il y a une industrie du cuir en Tanzanie? Tannerie, confection, et ainsi de suite. Il y a certainement une industrie, mais qui reste une industrie artisanale, qui n'est pas très prospère. Alors là, c'est surtout l'industrie qui se base sur le tannage des cuirs de Béju, des cuirs de bovins et de caprins. Mais l'industrie en tant que telle n'est pas très développée. L'industrie de tannage de cuir ou de fabrication de cuir ou de maroquinerie n'est pas encore très développée en Tanzanie. Mais par contre, il y a une demande. Il y a une demande pour les articles en cuir. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en fait, d'un autre côté, c'est un pays qui est très beau, que je vous recommande de visiter, ne serait-ce que pour des fins de tourisme, même si
le pays lui-même ne vous intéresse pas. Bon, je suis certain qu'une fois que vous y êtes, vous allez découvrir plein d'opportunités. C'est un pays qui est très beau d'un point de vue touristique et également, c'est le pays en fait où l'on trouve le plus haut sommet d'Afrique, hein, qui est le Kilimandjaro, tout près de la frontière avec le Kenya. Kilimandjaro qui fait près de 6000 mètres d'altitude. C'est le pays du lac Victoria qu'il partage avec l'Ouganda. C'est le pays où il y a des forêts qui sont en fait vierges avec une faune très exotique. Les rhinocéros, les lions, les éléphants, les girafes. C'est un pays de safari. En fait, il partage cette dimension, cette caractéristique avec le Kenya voisin. C'est un pays magnifique hein, d'un point de vue touristique, mais c'est également sur le plan des affaires, c'est un pays qui est en train de se développer. Et bon, vous savez, en fait, je suis quand même connecté avec un certain nombre de sources d'informations. Les Américains et les Canadiens recommandent fortement à leurs investisseurs d'y aller parce que c'est là où il y a le plus d'opportunités. C'est un pays où l'on a besoin de tout. Hein, la téléphonie mobile est en train de se développer à une vitesse grand V. Vous avez les systèmes de télécommunication, vous avez l'éducation, les universités, les grandes écoles, etc. Et là, c'est un pays qui bien entendu, qui vaut la peine d'y aller et de s'y investir. Alors, autre question, est-ce que vous avez des indications sur l'industrie automobile en Tanzanie, notamment les produits relatifs à la carrosserie automobile? Malheureusement, pas des indications précises. Je sais qu'au niveau de l'assemblage, il y a un assemblage léger des véhicules, mais surtout les véhicules qui sont des véhicules japonais et européens, en fait européens autres que français. Hein, on a des voitures allemandes, on a des voitures japonaises, mais l'assemblage qui s'est fait aujourd'hui est un assemblage léger. Et puis le gouvernement veut en fait encourager le développement de cette industrie à travers, encore une fois, un ensemble d'incitations. Donc, mais pour l'exportation, sachez que ce sont des conduites à gauche déjà, donc ce n'est pas le même système. Mais il y a un potentiel, comme je vous ai dit, en fait, le pays est en train de s'urbaniser. On a dit que le taux d'urbanisation aujourd'hui est de 37%. Mais il y a quelques années seulement, il était de 23%. Donc là, il y a quand même Et autre chose, en fait, que j'ai oublié de dire, c'est qu'en 2007, le taux de pauvreté était de 60%. En 2022, le taux de pauvreté est de seulement 26,3%. Donc, vous voyez que le pays a fait quand même un bond en avant et est en train de récupérer la valorisation de ses ressources minérales et de ses ressources naturelles. Et bien entendu, cela va positionner le pays comme l'un des principaux producteurs d'un certain nombre de minéraux rares, comme le cobalt, etc., qui sont extrêmement importants et qui sont indispensables pour les smartphones, pour les voitures électriques, etc. Mais pour revenir à la question concernant les voitures, non, mais si vous voulez, en fait, si la personne exporte des produits ou des parties de véhicules, il pourrait se mettre en contact avec les assembleurs locaux et voir le cahier des charges des voitures rassemblées pour les approvisionner en pièces détachées ou en parties de véhicules. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a un potentiel pour les articles de plastique et de literie? Ah oui, sûrement, parce qu'on a parlé tout à l'heure en répondant à une question, j'ai dit que la construction est en train de connaître un taux de croissance extrêmement important. Alors, l'équipement ménager également connaît en fait un développement très important. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais comme je l'ai fait les dernières fois, si la personne me donne le code SH des produits qu'elle exporte, je suis prêt à lui dire justement, en fait, à lui donner le potentiel pour son produit spécifiquement sur le marché de la Tanzanie. Alors, soit le code SH de la laiterie, soit le code SH en fait, des produits d'équipement ménager. Je suis prêt à lui faire une simulation gratuitement
et lui dire de combien est le potentiel chiffré pour son produit sur le marché. Et bien entendu, cela vaut également pour les autres produits pour lesquels j'ai eu des questions parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête, malheureusement, mais pour ne pas dire n'importe quoi, je sais, en fait, je peux affirmer qu'il y a un potentiel important, mais de l'ordre de combien il me faut le code SH afin que je puisse faire la simulation. Alors, une autre question, quel est votre conseil pour une entreprise qui souhaite prospecter le marché pétrolier? C'est une très bonne question. Alors, comme je vous ai dit, il y a un ensemble de secteurs stratégiques qui connaissent la mainmise des grandes entreprises multinationales occidentales. Le pétrole, malheureusement, en fait partie. Donc, pour l'exploration pétrolière, donc, il faut vraiment être une grosse compagnie pour pouvoir rivaliser avec les mastodontes britanniques, hollandaises, françaises, etc. Mais en fait, la porte à laquelle il faut frapper, c'est le ministère de l'Énergie au niveau de la Tanzanie qui vous enverra le cahier des charges et vous allez voir que c'est extrêmement pénible de pouvoir rivaliser sur le plan de l'exploration minière, sur le plan de l'exploration pétrolière. Ce sont des secteurs qui sont largement réservés à ces mastodontes de l'Australie, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis. Mais je ne vous décourage pas quand même. Il y a possibilité peut-être de travailler en partenariat avec certaines de ces entreprises. Surtout, encore une fois, le secret des affaires, et je l'ai toujours dit, que je ne sais pas si certains de ceux qui ont déjà assisté avec moi à des webinaires sur l'Afrique s'en rappellent, comme on dit, in Africa, business is who you know. Alors, si vous identifiez le bon partenaire, il parviendra à vous ouvrir beaucoup de portes. Donc, la clé de succès en Tanzanie comme dans d'autres pays, c'est essentiellement la localisation du bon partenaire. Parce que si vous trouvez le bon partenaire, il va vous ouvrir des portes et vous pourrez en fait vous retrouver associé à certains appels d'offres concernant le pétrole, concernant d'autres minerais importants dont le pays regorge. Alors, une autre question, quel est le taux de criminalité dans ce pays? Malheureusement, il reste encore élevé. Si vous voulez, je peux vous communiquer les chiffres parce que j'ai un site qui donne pratiquement tous les chiffres. Si vous avez le temps, je vais essayer peut-être de chercher pour vous le chiffre, mais sachez que le taux de criminalité dans beaucoup de pays subsahariens reste encore assez élevé. Surtout dans les grandes agglomérations et surtout à Dar es Salaam. Alors, ailleurs qu'à Dar es Salaam, il y a un certain contrôle coutumier, je peux dire, ou tribal. Il y a ce qu'on appelle l'ignominie. Alors, aucune tribu ne veut que l'un des siens soit incriminé ou soit accusé de quoi que ce soit. Donc, il y a une certaine retenue qui est imposée par la tribu. Par contre, au niveau de Dar es Salaam, il y a encore ce problème de criminalité qui reste élevé, un taux qui justement, la criminalité qui est associée, je dois dire, encore une fois, à la pauvreté. On a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la pauvreté, mais un peu plus d'un quart de la population vit encore au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, on a dit 26,3%. Ça reste quand même plus d'un Tanzanien sur 4 qui vit en pauvreté. Et lorsqu'on vit en pauvreté, on peut parfois s'adonner à des activités peu licites ou peu légales, quoi. Alors, pour visiter la Tanzanie, combien coûte en minimum? Ça dépend, en fait. Ça dépend. Est-ce qu'on voyage en luxe où on veut faire des sacrifices, on voyage avec les locaux dans les autocars locaux, ça dépend. Mais la Tanzanie reste un pays peu cher
par rapport à d'autres. Et surtout, lorsque vous allez en dehors de Dar es Salaam, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Par contre, à Dar es Salaam, du fait de la présence d'entreprises étrangères, la présence de comment dire, d'occidentaux, de touristes, etc. Dans les régions touristiques, le coût de la vie, en fait, n'est pas le même qu'à l'intérieur du pays ou des régions hors touristiques. Mais je ne peux pas vous dire, en fait, c'est en fonction du nombre de jours, en fonction du statut, en fonction de qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez résider dans des hôtels 5 étoiles ou chez l'habitant ou dans des huttes? Ça dépend de tout ça, bien entendu, pour que je puisse vous répondre. Mais ça reste abordable hein, par rapport à d'autres pays que j'ai visités. Ça reste abordable. Par rapport à l'Afrique du Sud, par exemple, il n'y a pas photo. C'est peu coûteux par rapport à l'Afrique du Sud. C'est un peu moins coûteux qu'au Kenya et surtout en Nairobi. Mais c'est plus coûteux à Dar es Salaam que dans la région, par exemple, de Doma ou au nord du pays. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça dépend en fait de votre plan. Ce que je vous conseillerais de faire, hein, c'est de travailler avec une agence de voyage qui pourrait vous proposer différents plans, en fait, allant en fait, d'un séjour économique à un séjour de luxe. Et bien entendu, vous allez voir que les prix sont du simple au quadruple, voire au quintuple, dépendamment de ce que vous voulez inclure et dépendamment également de la durée que vous voulez passer sur place. Est-ce qu'il y a une forte demande pour les légumes, genre oignons et pommes de terre? Alors, la Tanzanie importe beaucoup de légumes. Certainement, en fait, il y a des légumes également qui sont exportés. La question, en fait, qu'il faut poser, est-ce que les légumes marocains, avec le coût de transport, est-ce qu'ils restent compétitifs? C'est la grande question, parce qu'il y a quand même des pays qui sont plus proches, qui sont aussi compétitifs, voire même plus compétitifs que nous, hein, qu'il y a l'Égypte, qui n'est pas loin et qui approvisionne toute la région en fruits et légumes. Et vous avez également le Oman, également, du fait de ses relations, Oman n'est pas loin, Sultanat Oman, et qui approvisionne également un certain nombre de pays. Les Émiratis sont très présents également dans la région. Et puis, vous avez les négociants libanais qui achètent un peu partout. Vous achetez également de l'Afrique du Sud, du Mozambique, etc. Donc, personnellement, je ne crois pas que les légumes frais, les fruits et légumes frais puissent arriver à un état d'abord de fraîcheur compétitif et également à des prix compétitifs une fois payer les frais de transport. Alors, sincèrement, j'en doute. Hein, encore une fois, il faut qu'on fasse une simulation, mais j'en doute. J'en doute. Alors, autant j'ai dit qu'il y a un potentiel pour d'autres produits, autant je suis sceptique là sur la compétitivité des fruits et légumes marocains sur le marché, du fait de l'éloignement et du fait de la proximité de certains de nos concurrents, comme l'Égypte, par exemple. Très bien, merci beaucoup, Ibrahim. Merci à toutes les personnes donc, qui ont suivi jusqu'à la dernière minute ce webinaire, très riche, comme je l'ai dit, en informations, en conseils, surtout pour faire des affaires en Tanzanie, un marché qu'il faut prospecter. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire avec CLLI qui va concerner le marché hongrois, qui est aussi un grand marché au niveau de l'Europe centrale et qui aura lieu en juillet prochain. Donc, je vous laisse, Ibrahim, le mot de la fin donc, pour clôturer. Avant que je n'oublie, j'ai vu dans les questions que certains demandent mes coordonnées. Alors, si vous pouvez les partager avec eux, hein, que je n'ai pas d'inconvénient à ce que vous les partagiez avec eux pour ceux qui seraient intéressés par poser une question précise, alors qu'ils me donnent le temps et je vais essayer de faire une simulation pour eux, en fait, pourvu que je dispose du code SH. Donc, par rapport aux questions qui touchent également au coût de la vie, je pourrais envoyer en fait une
simulation de la vie, du coût de la vie à Dar es Salaam pour tous les produits pratiquement. En fait, ça me permet je le fais en fait, un site que j'utilise souvent et qui me donne le prix, par exemple, d'un café, le prix du loyer, le prix d'un kilo de tomates, d'un kilo d'oignons, etc. Et ça permet déjà de se faire une idée sur la compétitivité de ses propres produits qu'on veut exporter sur place. Alors, il y a ça d'une part. Donc, bon, je n'ai pas de problème à ce que la SMEX partage mes coordonnées avec les participants. Ça d'une part. D'autre part, donc, je rappelle juste que vu de loin et sur la base des chiffres qui sont publiés sur la Tanzanie, on peut se dire qu'il s'agit d'un pays sous-développé. Certes, oui, c'est un pays sous-développé, mais c'est un pays qui vient de passer de la tranche revenu faible, tranche inférieure, à revenu faible, tranche moyenne. Donc, et qui est en train de s'acheminer ou de s'avancer rapidement vers revenu faible, tranche supérieure. Donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques années, le pays soit un pays intermédiaire déjà, revenu intermédiaire. Et je vous ai dit en fait que tout le pays pratiquement est en chantier. Il y a plein de réformes qu'on est en train de mettre en place pour approvisionner l'ensemble du pays en eau potable. Pour électrifier le pays, on a dit que le taux d'électrification actuel est de seulement 15%. Donc, on est en train d'ailleurs, en fait, une question que j'aurais souhaité qu'on me pose, qui n'a pas été posée, qui porte sur l'électrification du pays. Alors, il est vrai qu'il est très difficile, en fait, d'avoir l'électricité partout, mais l'option qui a été trouvée par un ensemble de pays, dont la Tanzanie, est l'électrification par plaque photovoltaïque. Alors, il y a beaucoup de soleil, comme vous le savez, en Afrique. Il y a beaucoup de potentiel pour l'exportation de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Pour ceux qui font le commerce de plaques photovoltaïques, il y a un marché énorme qui est en train en fait, de se construire en Tanzanie. C'est un pays qui, à la veille de son grand démarrage, et c'est le moment d'être là. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les Occidentaux qui l'ont déjà compris. Vous avez les Turcs qui sont là, vous avez les Britanniques qui sont là. Les Britanniques, ça se comprend parce qu'ils étaient les anciens colons. Vous avez les Allemands qui sont là, vous avez les Américains et vous avez surtout les Australiens et les Chinois qui sont déjà là. Et bien entendu, ces gens-là ne vont pas quelque part s'il n'y a pas d'opportunité. Donc, beaucoup de gens qui sont en train de s'intéresser aujourd'hui à la Tanzanie, qui reste un pays vierge, un pays où tout est possible, malgré les difficultés concernant la faiblesse des infrastructures. On est en train quand même de relier le port de Dar es Salaam à toute la région. En fait, on a des voies ferrées qui sont en train en fait, d'être construites pour aller de Dar es Salaam à Nairobi, à Kigali, un peu partout dans la région. Donc, on cherche à désenclaver les différents pays à travers du port de Dar es Salaam. Donc, encore une fois, c'est un pays merveilleux sur le plan touristique, mais c'est un pays également où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, mon conseil est d'y aller sans tarder. Croyez-moi, l'investissement en vaut la chandelle, donc il faut quand même que l'on diversifie nos marchés là où il y a l'opportunité. Et bien entendu, l'opportunité aujourd'hui est en Afrique de l'Est, une région du monde, une région de l'Afrique qui a été souvent et longtemps délaissée par les exploitateurs marocains, mais c'est là aujourd'hui où il y a le taux de croissance le plus élevé. Voici ce que j'avais à vous dire. Donc, encore une fois, merci d'être resté. Merci de votre patience. Si encore une fois, vous pouvez partager mes contacts avec mes coordonnées avec les participants. Si vous avez une question sur un aspect que j'ai effleuré ou que je n'ai pas approfondi au niveau de la présentation, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de répondre à votre question. Voilà. Encore merci et à bientôt lors d'un autre webinaire qui va venir, à savoir la Hongrie, qui reste également un marché avec un grand potentiel et où les Marocains ne sont malheureusement pas fortement présents. Donc un marché que nous allons voir au mois de juillet, en fait, je ne me rappelle plus de la date, au mois de juillet. Et par la suite, nous reviendrons en Afrique avec un autre marché important et prometteur qui est celui du Rwanda. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.